tourne vers vous, Nicolas Portier, pour démarrer. Vous êtes le délégué général de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France, qui est la Fédération nationale des élus de l'intercommunalité. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous présenter l'ADCF ? Oui, l'ADCF, c'est la fédération, comme vous l'avez dit, des intercommunautés de France. Elle a été créée à 30 ans. On a fait à l'Assemblée nationale notre 30e anniversaire la semaine dernière. Elle fédère 1000 intercommunalités, de communautés de communes rurales jusqu'à des métropoles. Ses adhérents dans le Grand Paris, c'est plutôt les établissements publics territoriaux. Pour nous, ce sont les vraies intercommunalités, telles qu'on les retrouve dans d'autres régions françaises. C'est une association qui dialogue avec les pouvoirs publics, prépare les textes législatifs, il y en a encore en préparation, qui aussi accompagne ses adhérents sur les échanges de pratiques, parce que l'intercommunalité, c'est passionnant, mais c'est compliqué aussi, qui a toujours eu pour faire le lien avec la table ronde, qui a toujours eu pour, philosophie, que c'était Marc Sancy, le maire de Rodez, qui avait créé en 1989, c'était de créer justement une coopérative de projet, c'était d'essayer de rassembler autour d'une culture du projet de territoire. Parce que l'intercommunalité, celle dont on parle aujourd'hui, elle est d'une nouvelle philosophie qui est justement articulée autour du projet de territoire. C'est pour ça qu'on a fait des intercommunalités polyvalentes, parce que nous avions l'habitude auparavant d'avoir de l'intercommunalité depuis longtemps, depuis presque plus d'un siècle, et notamment dans cette région, il y en avait déjà beaucoup, mais de l'intercommunalité un peu technique. Des grands syndicats techniques. La métropole du Grand Paris, elle a existé à travers ces grands syndicats de réseau. C'est ceux qui ont fait les réseaux gaziers, énergétiques, c'est la gestion de l'eau, de l'assainissement. Heureusement, c'est intercommunal depuis longtemps. On n'imagine pas que ce soit monocommunal. Et ces syndicats existent toujours, d'ailleurs. C'est un peu eux qui forment l'ossature des réseaux de la métropole. Mais l'intercommunalité de projet, elle est plus récente. Alors certains territoires sont rentrés très vite dans le mouvement, y compris dans le Grand Paris. Ont un peu d'avance, d'ailleurs on peut essuyer les plâtres, je pense à Plaine Commune, Grand Paris Seine-Ouest, mais je pense aussi à vos voisins d'Est Ensemble. Et d'autres sont rentrés plus récemment. Donc voilà, notre association, c'est 1 millier, pas toutes les intercommunalités, mais presque, et puis un travail surtout d'échange entre les élus, de comparaison de pratiques et d'accompagnement des projets de territoire et de ces compétences stratégiques, je crois qu'ont été très très bien montrées au cours des différents films et des différents témoignages des participants. Alors justement, vous allez pouvoir nous livrer un peu votre regard sur cette vision des projets de territoire au niveau national. Quel est le constat aujourd'hui? Quelle est la vision globale que l'on pourrait porter? Alors en fait, il y a eu finalement cette culture du projet de territoire. J'ai parlé des 30 ans de la DCF, nous avons fêté en même temps que ces 30 ans les 20 ans des lois de 99 qui ont été un peu un départ. La loi Voynet, la loi Chevènement, avec une promesse de contractualisation. Et je crois projet de territoire, contractualisation avec les partenaires, départements, régions, États, fonds européens, c'est très important. Depuis cette vingtaine d'années, les projets de territoire ont eu des hauts et des bas. Ils ont été au départ un petit peu, quand je dirais, des documents, des copier-coller, souvent sous-traités à des cabinets de conseil qui ont toujours un rôle important. Mais c'était des documents qui n'étaient pas forcément très vivants, sauf dans quelques cas exceptionnels. Ils étaient souvent élaborés avec des conseils de développement. Les lois de 99 ont créé donc avec la société civile organisée. Et c'est très important de le dire parce qu'on a bien vu la place des acteurs économiques, des chambres consulaires, des citoyens parfois dans certains conseils de développement qui ont des représentants, même si c'est toujours compliqué, les élus étant aussi des représentants des citoyens. Donc on a des projets de territoire qui ont été élaborés avec des hauts et des bas, mais généralement qui ont été une première génération. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui les projets de territoire sont en renouvellement. Nous avons à peu près 82% des intercommunalités de France sur les 1250 qui existent aujourd'hui et qui maintenant couvrent la France entière. Grand Paris compris, qui ont un projet de territoire réalisé ou en cours d'achèvement avant même les renouvellements locaux. Pourquoi? Parce que ces intercommunalités veulent, bien sûr, s'il y a renouvellement des élus en mars et avril prochain, parce que dans l'intercommunalité ça sera en avril, il y aura certainement confirmation ou amendement des projets de territoire, mais ils veulent passer vraiment dans les politiques publiques, dans le projet, parce qu'on a passé un mandat, il faut le savoir, ça peut être très institutionnel, de réforme institutionnelle, de gestion aussi des baisses de dotation de l'État, qui ont accaparé beaucoup d'énergie des élus. Alors beaucoup de choses ont été faites, on a pu le voir, mais là il y a une volonté très forte partout en France, que nous faisons des rencontres régionales un peu partout, de vraiment passer le prochain mandat sur le projet de territoire, en lien avec les populations, lui donner une dimension beaucoup plus participative. On voit que ça intéresse finalement la population sur les marchés. Certains sont plus sur les questions économiques, d'autres plus sur les questions d'emploi, sur les questions d'environnement, etc. Mais toutes les thématiques intercommunales qui ont été évoquées sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens, surtout dans le Grand Paris.
où beaucoup d'interrogations sont soulevées par quand même la durabilité du mode de vie. La volonté de partir du Grand Paris, ça n'a pas été assez évoqué. Le sujet de garder nos cadres, de garder nos jeunes, nos familles. Et je pense que le territoire, Paris-Est, Marne-et-Bois, a une fonction stratégique pour garder les familles dans le Grand Paris. Donc le projet territoire, c'est la priorité, le mettre en œuvre avec les grandes compétences stratégiques qui se sont renforcées ces dernières années. On a évoqué l'habitat, les questions économiques, avec les clarifications. La loi NOTRe est souvent critiquée, mais en la matière, elle a vraiment clarifié les compétences. Et ça change tout, je pourrais y revenir. Tout ce qui va être bien sûr les grandes compétences environnementales, on a évoqué le climat, les déchets, l'eau, l'assainissement. Nous avons en effet des compétences qui sont au cœur même des réformes législatives en cours. La loi d'orientation des mobilités, ce qu'il va y avoir sur l'économie circulaire, avec le retour peut-être de la consigne. Donc en effet, l'intercommunalité va être au cœur, avec les communes bien sûr, ce que nous n'envisageons jamais. L'intercommunalité, elle vit tous les jours de l'implication de ses maires, des équipes municipales. Nous travaillons sur ces questions-là, pour en effet que le projet territoire, ce ne soit pas simplement le projet d'une institution, ce soit le projet de tous les acteurs d'un territoire, dans sa mise en œuvre concrète. Et justement, dans ces projets de territoire nouvelle génération, est-ce qu'il y a de nouveaux sujets de préoccupation qui sont portés? On retrouve les classiques, mais ce qui est nouveau, on vient de parler du climat, qu'on a commencé au moment du Grenelle de l'environnement à voir émerger. Beaucoup rigolaient. Parler d'un plan climat dans les territoires, c'était quoi ce machin? D'ailleurs, toutes les collectivités étaient invitées à en faire. Puis à un moment donné, on a vu que ça commençait à devenir sérieux. On a commencé à demander beaucoup plus de diagnostics préalables sur les émissions. L'air est venu. Qualité de l'air. Vous voyez bien que dans les épisodes caniculaires, on arrête tout, la circulation, les événements. Alors là, on n'est pas encore très bon dans les projets territoires, mais je pense que c'est ceux d'avant. C'est l'adaptation au changement climatique. Vous voyez, par les temps qui courent, les îlots de chaleur. Tout ça, c'est des nouvelles thématiques qui sont venues. Je crois que des enjeux qu'on va avoir devant nous, on en a moins parlé, cohésion sociale, bien sûr, avec notamment des choses qu'on n'avait peut-être pas il y a 10 ou 15 ans. Déjà, on avait quand même parfois des prix du logement élevés, mais on a un vrai sujet quand même. Ce n'est plus tenable. Que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les médecins, qui parfois désertent les cœurs de ville parce qu'ils ne peuvent pas financer le prix d'un cabinet, tout se répercute dans les coûts. Un restaurant, il répercute les coûts fonciers, donc on a un vrai sujet foncier. Et on a un sujet qu'on n'a peut-être pas encore totalement vu revenir dans les projets territoires, qui à mon avis doivent rentrer dans c'est le social, cohésion sociale bien sûr, par rapport aux logiques un peu d'entre-soi, qui sont dictées par les questions de coûts fonciers, immobiliers, etc., mais aussi les choix scolaires, les évitements, etc., mais surtout le besoin d'aller beaucoup plus fort sur la cohésion intergénérationnelle. Et notamment un territoire comme celui-ci, comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, on invite un territoire qui doit se poser des questions, justement. C'est la cohabitation dans la ville. Jacques a dit tout à l'heure, en effet, on fabrique de la ville. Je crois que c'est une très bonne expression. On fabrique les élus locaux, du bloc communal, comme on dit, les maires avec leur intercommunauté, ils ont la responsabilité de fabriquer la ville, l'urbanité, et de faire coexister les grandes fonctions, de sortir des spécialisations, parce que l'Île-de-France a été très marquée par les spécialisations monofonctionnelles. Même la défense, on parle de la défense, je ne sais pas, mais si vous avez envie de faire la défense dans l'Est, je ne sais pas qui va vouloir aller travailler dans quelques années à la défense. Les jeunes, je sais que, voilà, qui sortent même des écoles de commerce, ils n'ont pas du tout envie, quand leur entreprise déménage à la défense ou dans des grandes zones d'activité construites dans les années 70, ils ne sont pas heureux. Donc même l'insertion de l'entreprise, la cohabitation avec le commerce, les services publics, avec les écoles pas loin, avec les personnes âgées, ça c'est vraiment le sujet, me semble, central du projet de territoire. Et c'est les équipes municipales, pas dans leur, comment je dirais, autosolisme, mais à l'échelle d'un bassin de vie, et je sais bien que la notion de bassin de vie fait débat, ici, parce qu'il y a eu des découpages, des choix qui n'étaient pas dans la loi, qui ont été ensuite dans les interprétations, qui ont fait débat. Mais il y avait une tradition déjà de projet de territoire, moi j'ai connu déjà il y a une vingtaine d'années, l'ACTEP, qui a marqué quand même les esprits ici. C'était une démarche assez innovante en Île-de-France, dans le Grand Paris. Donc voilà, donc on a cette dynamique-là, et Jacques évoquait tout à l'heure le bassin de vie. On sait qu'en Île-de-France, il y a un grand bassin de vie évident, mais en même temps, beaucoup de franciliens ne connaissent pas l'autre côté de Paris, etc. Parfois, ils ne connaissent pas la commune d'à côté, mais on voit se créer quand même, de manière peut-être volontariste par les élus, une logique de bassin de vie à l'intérieur de la métropole. Et je pense que c'est un bel enjeu que les citoyens, je le vois maintenant émerger du côté du Val-de-Seine, du côté de Boulogne, une vraie appropriation
et qui est apprécié, je pense, par nos concitoyens. Ils sont dans une commune, bien sûr, mais de voir qu'ils peuvent aussi trouver des réponses, notamment pour les enfants. Par exemple, on a un peu parlé d'équipements culturels et sportifs. Et la mutualisation est importante dans ces domaines-là, que ce soit les enseignements musicaux, que ce soit l'offre sportive, les équipes, parce qu'on ne peut pas avoir tout dans chaque commune en termes de réponses. Et c'est comme ça qu'on fabrique, à mon avis, cette appropriation, cette identité de bassin de vie. Et le projet de territoire doit concrétiser ce sentiment Avec effectivement une volonté du territoire de s'impliquer sur ces différents sujets. Dernière question, Paris-Marne-et-Bois réclame un statut d'intercommunalité de droit commun pour mieux travailler avec ces intercommunalités voisines en Seine-et-Marne. Est-ce que vous trouvez que cette revendication est légitime? Oui, totalement légitime. D'ailleurs, j'aimerais aussi revenir, parce que la loi NOTRe est décriée, mais la loi d'avant prévoyait des territoires sans institution, sans rien. Je sais que c'est difficile de passer à la culture du plan local d'urbanisme intercommunal, mais la loi d'avant prévoyait que le plan local d'urbanisme soit au niveau de la métropole, des 131 communes. Donc, de mon point de vue, on a échappé au pire. Je ne suis pas contre la métropole, mais je pense que la métropole, ça doit être ce qui a été dit un peu par Daniel Béard très bien, ça doit être la coopération des territoires. Ça doit être aussi s'occuper d'un bon pilotage, de bonne gouvernance de tous ces grands syndicats techniques, parce qu'il faut en effet désiloter ces grands métiers, eau, assainissement, énergie, mettre ça en lien avec l'économie circulaire. On a des très très beaux sujets devant nous. Et donc il faut se réapproprier tous ces outils puissants, efficaces, mais les faire travailler ensemble. Mais pour notre association, Jacques et à son élu, il y avait des parlementaires qui nous connaissent bien depuis le début. Nous avons même un peu la paternité du nom établissement public de territoire pour recréer une institution de pilotage qu'on a essayé de rapprocher le plus possible d'une communauté d'agglomération. Alors il y a eu le sujet fiscal, très compliqué, je ne veux pas être trop technique. À mon avis, le sujet n'est pas fini, parce que qui doit avoir la cotisation foncière des entreprises? C'est celui qui aménage qui a la responsabilité de l'immobilier d'entreprise. C'est comme ça que les entreprises comprendront un peu, c'est pas toujours simple, la destination de cet impôt, le foncier économique, qui est de plus en plus cher, qu'il va falloir préserver. Et ça, il y a un vrai rôle, et je crois que ce qui a été dit sur l'économie est très juste, et j'ai vu le petit film, j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que j'avais un peu l'idée en venant, en me disant, c'est un très très beau territoire ici, pour faire émerger du coworking, des tiers-lieux, pas essayer de jouer les grands quartiers d'affaires, c'est plutôt jouer à la fois l'économie artisanale, mais aussi une économie de start-up, et jouer surtout des entreprises à fort potentiel de croissance, parce qu'il faut créer de l'emploi, et surtout il faut créer des bons emplois. Donc je pense que c'est le boulot des EPT, c'est à cette étape-là de créer cet écosystème très proche des entrepreneurs, en lien avec les clubs d'entreprise qui prolifèrent, qui ont besoin justement d'événements, d'une animation, d'une réputation, pour que l'EPT, l'établissement public, n'ait pas que simplement une réputation de territoire dortoir. Bon. Et donc je crois que la vraie intercommunalité telle qu'on la voit ailleurs, ce sont les EPT dans le Grand Paris. Je pense que la métropole du Grand Paris, on a voulu absolument que le Grand Paris est une métropole. C'est une métropole géographique, économique, personne n'en doute. Mais après l'institution qui est censée la gouverner, je crois qu'on n'est pas au bout de la réflexion. Donc les vraies intercommunalités qui portent les compétences que j'appelle opérationnelles, la gestion des déchets, qui sont en contact avec les habitants, des équipements qui peuvent mutualiser des équipements, c'est la bonne échelle de notre point de vue. Voilà. Monsieur Portier, merci beaucoup. Je me tourne à présent vers vous, Sylvain Berrios. Vous êtes le vice-président du projet de territoire. Alors, le président du urbanisme du territoire a présidé sous votre autorité des ateliers de travail pour préparer les bases d'une réflexion autour de votre projet. Quel bilan pouvez-vous en tirer de ce travail qui a été mené de façon collaborative? D'abord, c'est forcément un travail collaboratif parce que le territoire, c'est d'abord constitué par des villes qui elles-mêmes ont des projets de ville et que le projet de territoire n'est pas l'agglomération des projets de ville, ni même l'agrégation, c'est la capacité à prendre ce qu'il y a de meilleur chez les uns, chez les autres, pour en tirer l'expérience utile et nécessaire pour les uns et pour les autres. Et donc, à ce titre-là, ces fameux ateliers ont permis de partager. La deuxième chose, ça a permis de faire ressortir ce qu'il n'était pas possible de faire seul dans son coin. Alors ça, on en a parlé au cours de cette matinée. Mais lorsqu'on parle des transports, par exemple, chacun comprend bien qu'on ne peut pas faire les transports seul dans son coin. Le Grand Paris Express est évidemment une aventure collective. Lorsque l'on parle du tourisme,
On peut certes considérer que Vincennes, par exemple, pour prendre que Vincennes, pourrait avoir une forme d'économie particulière. La vérité, c'est que dans notre territoire, nous avons intérêt collectivement à partager cette ambition de tourisme qui fait que de ville en ville, on puisse venir découvrir ce qu'il y a à découvrir. Lorsque l'on parle d'environnement et de développement durable, chacun comprend bien que par exemple la Marne, elle ne s'arrête pas aux frontières de Saint-Maur ou aux frontières de Nogent ou aux frontières. Elle est un élément et de paysage, mais également un élément ensemblier du territoire. Donc ça, c'est pour ce qui doit être réalisé au niveau des territoires, parce que c'est essentiel. Et puis la troisième chose que les ateliers ont permis de faire émerger, ce sont des nouveaux projets, des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, non pas parce que les villes étaient complètement absentes de ces sujets, mais parce que le temps aidant, le temps avançant, finalement, il y a des sujets qui se réinventent. On a parlé des espaces de coworking, et on en aura quelques-uns dans le territoire, Monsieur le Président. Ce sont des sujets qui n'existaient pas, ou pas sous cette forme-là, en tout cas, il y a une dizaine d'années. Naturellement, ils émergent au moment du territoire, et le territoire est là pour les accompagner. Et puis, quatrième chose, ce sont des projets qui peuvent être portés. Le président Martin en parlait tout à l'heure. Si on prend le cas des conservatoires de musique, par exemple, chaque commune dispose d'équipements, dispose de particularités, de forces particulières, que ce soit dans le domaine culturel, sportif ou éducatif. Et bien, à partir de ces forces, comment faire rayonner et faire participer l'ensemble des communes à cette dynamique. Si on prend le cas des conservatoires, je le prends à dessein parce que je suis maire de Saint-Maur, et il se trouve qu'à Saint-Maur, on a un conservatoire régional de région. Eh bien, notre CRR pourrait utilement délivrer avec l'ensemble des conservatoires de l'ensemble des communes des diplômes communs, chacun pouvant bénéficier d'un conservatoire à rayonnement régional et se mettre en réseau sur un certain nombre de sujets culturels et en espèces musicaux. Et puis cinquième chose, qui n'est pas pour moi la plus petite des choses, c'est tout ce qui relève du développement durable, de la protection de notre environnement. On parlait de qualité de vie, ça me paraît assez essentiel. Lorsque on travaille par exemple, et on le fait en ce moment, sur les travaux qui vont se passer à Orly, vous imaginez bien que le sujet, ce n'est pas Orly, ce n'est pas un sujet saint-maurien ou un sujet de Villiers, de Villiers-Rhin. C'est bien un sujet de l'EPT parce que, eh bien, si on veut lutter contre les nuisances sonores tout en permettant d'avoir un aéroport à proximité qui permette un développement économique, tout en faisant en sorte que les populations soient protégées des nuisances olfactives, de pollution de l'air, etc., on sent bien qu'il faut quand même une force collective pour pouvoir y travailler. Donc voilà, ça a permis de faire émerger ce genre de choses dans le domaine de l'environnement. Le syndicat mixte Marne-Vive que je préside, mais Claire Beyeler en parlera dans un instant, je suppose, fait également partie de ces éléments. Et puis, sixième élément, qui n'est pas non plus le moindre des choses, mais ça on en a parlé assez largement dans les tables rondes précédentes, c'est le domaine économique. Le domaine économique, il y a des synergies à porter, et surtout il y a des dynamiques à ne pas casser. Alors le dire comme ça est peut-être un peu brutal, mais nos territoires et nos villes ont engagé chacun dans leur domaine des projets non négligeables. Ça peut être les artisans d'art, ça peut être un pôle tertiaire si on réfléchit du côté de Fontenay, enfin bref, chacun dans ces villes a engagé des dynamiques particulières. Ce qui est important, c'est de ne pas casser les dynamiques et de les faire partager au plus grand nombre dans un espace économique qui doit pouvoir être relié. Et le combat, ça rejoint le combat sur les transports, parce que si on est capable de se mouvoir efficacement sur les territoires, alors on est capable aussi d'avoir une politique, une dynamique économique sur le territoire. Donc voilà, 6 points qui ne sont pas neutres, qui partent de choses très concrètes et puis de choses qui sont plus à émerger. Et en tout cas, le territoire et les ateliers ont fait comprendre ou saisir ou pointer du doigt que le territoire doit être d'abord celui ou cette instance capable d'accompagner des initiatives
ensuite de les rassembler, et enfin d'en élaborer à partir de là un projet. Je crois que c'est comme ça que chaque acteur a compris comment nous travaillons, et c'est comme ça que nous allons pouvoir avancer. Alors j'aimerais vous poser une autre question, parce que Monsieur Portier, quand nous nous étions entretenus, vous me parliez également des nouvelles manières de concevoir finalement ces projets de territoire, avec des manières plus participatives, finalement où on réinvestit la participation citoyenne. J'ai envie de vous poser donc naturellement cette question: comment vous imaginez construire, élaborer ce projet d'entreprise, ce PADD? De toute manière, le PADD, là aussi, il faut faire attention. C'est pas parce que le territoire est nouveau que tout ce qu'on y fait est nouveau. Un PADD, il faut quand même mesurer que chacune des villes a un PADD, puisque nous avons tous un PLU. Donc cette façon participative, en réalité, elle a déjà existé, nous en avons tous une pratique. Alors après, on peut avoir des pratiques différenciées, mais on a tous une pratique. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quel que soit le territoire où on se trouve, on a tous eu à vivre cette expérience-là. Là, ce qui est particulier, c'est qu'on va avoir à vivre une expérience territoriale, ensemble, collective, et qui va se décliner dans chacune de nos villes. Et cette façon de faire participer les habitants, on ne va pas la réinventer. Ce qui va être nouveau, en revanche, c'est qu'on va demander aux habitants de réfléchir avec nous selon les méthodes participatives que l'on connaît habituellement, et qui seront enrichies d'ailleurs avec les nouveaux outils numériques et sociaux que l'on connaît, notamment les réseaux sociaux. On va leur demander de réfléchir à quelque chose de supra, c'est-à-dire qui ne s'intéresse plus uniquement à leur ville, ou à leur quartier, ou à leur rue, mais quelque chose qui doit rassembler un peu au-delà. Ça va être le premier élément d'identité de notre territoire. Ça va être la première pierre posée. Il faudra travailler de façon énergique, mais c'est la première pierre posée, et c'est surtout ça qui va changer. Mais vous savez, les villes ont travaillé beaucoup et ont beaucoup innové ces dernières années en ce qui concerne la démocratie participative, et on ne va pas réinventer ce qui fonctionne, on va plutôt utiliser ce qui fonctionne pour continuer à avancer et à se projeter vers l'avenir. Merci Monsieur Berrios, avec un projet de territoire effectivement qui nous réserve de belles perspectives. Claire Bailard, je me tourne vers vous à présent, vous êtes directrice du syndicat Marne Vive. Aujourd'hui, 9 villes sur 13 sont traversées par la Marne dans notre territoire, 2 ports de plaisance à Nogent-sur-Marne et Joinville-le-Pont, 25 millions d'euros engagés depuis 2017 dans des travaux d'assainissement. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps nous présenter ce syndicat ? Alors je vais faire un petit retour historique. Alors il y en a nombreux dans cette salle qui connaissent, voire qui sont à l'origine de Marne Vive. On parlait des habitants, du rôle des habitants, c'est fondamental, ils vivent leur quotidien. C'est des habitants qui, se rendant compte de l'effet de, on va dire, la première grande phase de l'urbanisation, qui ont vu la dégradation de la rivière, qui ont vu la dégradation des berges, qui ont vu, on va dire, une rivière oubliée, c'est-à-dire plutôt utilisée comme un outil d'urbanisation, c'est-à-dire, on y déverse les réseaux d'assainissement, on y construit des voies routières le long parce que c'est assez pratique comme vecteur pour transporter les passagers. On a oublié la dimension vivante de la rivière et très vite ça s'est vu. Donc première étape, réaction des habitants qui saisissent leur maire. Alors il s'agissait du maire de Saint-Maur de l'époque en disant mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Donc une association, puis rapidement, comme vous l'avez tous évoqué, c'est notamment l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est de dire mais tout seul on peut pas, il faut qu'on soit ensemble, il faut que les villes soient ensemble. Donc très rapidement, 7 des 13 villes actuelles du territoire se regroupent, et pas uniquement des villes riveraines de la Marne, des villes qui comprennent l'enjeu de la Marne, de cet élément d'identité pour se fixer des objectifs et envisager la maîtrise, l'amélioration de ce milieu. Donc 7 communes, puis 9, puis aujourd'hui 13, la totalité du territoire Paris-Est Marne-et-Bois fait partie du syndicat Marne Vive qui dépasse le territoire Paris-Est Marne-et-Bois parce que, comme vous l'avez également évoqué, on ne peut pas traiter certaines questions sans être avec ses voisins, avec Alamont,
à l'aval, là c'est plus vraiment un bassin de vie, c'est un bassin de vie, mais c'est ce qu'on appelle un bassin versant en matière d'eau. Justement, est-ce qu'on pourrait revenir très rapidement sur les enjeux de la qualité de l'eau et de la protection de la rivière, et surtout les objectifs prioritaires? Alors, les objectifs, initialement, tout de suite, la qualité de l'eau. L'objectif premier de Marne-Vive, qui était fédérateur et qui traduisait tous ces enjeux, c'est le retour à la baignade. Pourquoi? Parce que si on a retrouvé la qualité baignade, c'est-à-dire que non seulement on a évité tous les rejets polluants dans la rivière, mais qu'elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle est fonctionnelle. Et c'est ce qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est la fonctionnalité des espaces. Il ne suffit pas de mettre des espaces verts, il ne suffit pas de réouvrir une rivière. Ce qu'il faut, c'est que ça fonctionne et que ça fonctionne en lien, chaque espace, l'un avec l'autre. Donc, les grands enjeux, qualité de l'eau d'une manière générale, préservation de la qualité et de la fonctionnalité des milieux, préservation et conciliation des usages. Vous l'avez vu, la Marne, elle accueille tout un tas de choses. Elle accueille des promeneurs, des cyclistes, des kayakistes, de l'aviron, du fret, comme vous voyez les images du fret. On voit la proximité, donc des vraies difficultés physiques, et dans la conception de qu'est-ce que sera cette rivière. Et puis partager cette culture du fleuve, un fleuve qui fluctue au rythme des saisons. Oui, il y a les inondations. Et on a bâti à côté des inondations, il va falloir vivre avec et réapprendre à vivre avec, parce qu'on n'arrivera pas à se protéger des inondations. Il faudra qu'on apprenne. Donc, résilience face aussi aux périodes chaudes et sèches. Si la Marne, elle a de l'eau en ce moment, c'est parce que vous avez des bassins réservoirs à l'amont. Sinon, vous auriez, comme dans la Loire, des bancs de sable ou de vases qui seraient visibles. Donc il faut réapprendre à vivre avec tout ça. Donc un triptyque, environnement, cadre de vie, qualité de vie. Sans ce triptyque, on n'arrive pas à bâtir et à faire un projet solide. Aujourd'hui, on parle de ville durable parce qu'on y attache également l'économie. Il faut savoir que dans le syndicat Marne-Vive, dès sa constitution, il s'appelle mixte. Parce que l'idée, c'est de dire, bien sûr que l'économie, elle doit participer. Du coup, Port de Paris est un des membres du syndicat Marne-Vive et la Chambre de métier. Parce que c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire un projet de territoire qui passe par justement l'enjeu de l'eau dans la ville et l'eau comme une opportunité pour réussir le développement et cette phase d'accélération du territoire. Alors vous accompagnez, vous conseillez les territoires. Est-ce que des outils ont été mis à disposition pour les aider ? Oui, alors vous faites bien de rappeler, c'est un syndicat d'études et de conseils. Il n'a jamais été envisagé de se substituer à l'initiative des communes et à leur libre arbitre. Donc oui, des outils. En 2000, un premier schéma directeur, histoire d'être bien sûr que tout le monde visait les mêmes objectifs. Des contrats d'action, c'est-à-dire rechercher des partenaires financiers pour se faire financer toutes les actions nécessaires, aussi bien en assainissement qu'en aménagement de berges, qu'en valorisation de la biodiversité. Un nouvel outil qui est effectif depuis le 1er janvier 2018 qu'on appelle un SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Si vous voulez, c'est un petit peu le pendant d'un PLU. Il a un PAGD, c'est-à-dire il est fondé sur un projet, et puis il a des règles, et on l'applique pour pouvoir remettre l'eau au centre du développement urbain. Et puis un outil qui vient de se finaliser pour permettre à tous les métiers de travailler ensemble et puis de parler, on va dire, plus aux sensibles. Parce que quand on parle règles, sages, etc., c'est un peu techno. Et ça s'appelle le plan paysage. C'est-à-dire, on dit les personnes, elles vivent dans un paysage, elles le ressentent. Et architectes, urbanistes, aménageurs, maires, citoyens, tout le monde vit dans ce paysage et a besoin de le co-construire. Donc on a bâti une sorte de référentiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un projet, on se dit, il y a des petites cases, je veux dire, à cocher, puis un petit parcours de réflexion à suivre pour être sûr qu'on s'est posé toutes les bonnes questions pour pouvoir produire un espace qui fonctionne, un espace partagé, en mettant l'eau, on va dire, au centre, à l'entrée, au milieu de ce dispositif. Alors pour terminer, est-ce que vous pourriez nous partager les grands projets sur le territoire Paris-Est Marne-et-Bois, nous donner quelques exemples peut-être ? Alors les grands projets, le territoire Paris-Est Marne-et-Bois, dans les villes candidates à l'ouverture d'un site de baignade, eh bien, il y a 4
villes qui sont candidates à l'ouverture d'un site de baignade, traduisant ainsi, comme on le disait, l'histoire des guinguettes, l'histoire des baignades, mais aussi leur volonté de ne pas lâcher et d'aboutir le plus tôt possible à redonner accès aux habitants, non seulement à la nature, mais à un lieu de fraîcheur, à un lieu de loisir, à des espaces de convivialité qui permettront de fonder et de concrétiser la réalité du territoire. Et ce qu'il faut, c'est surtout pas oublier, pour qu'on atteigne ces objectifs, il faut bien sûr agir sur l'assainissement, mais c'est à chaque, on va dire, aménagement, chaque projet, le particulier sur sa parcelle, sur les espaces publics, sur les aménagements. On parlait tout à l'heure, monsieur le préfet évoquait la VDO et les 100 hectares en projet. Il faut absolument être présent sur ces projets-là et ne pas lâcher tout ce qui concerne l'eau et la biodiversité, parce qu'on est dans une phase d'accélération, une phase de densification, et il faut que tout reste fonctionnel, et ça va se traduire très rapidement sur les essences qu'on va continuer à conserver, la biodiversité animale et la qualité de l'eau. On aura très vite la traduction si on rate une opportunité de mettre en place ces règles et ces outils. On fait un territoire très engagé dans le réaménagement de ces berges. Voilà, la totalité des berges équipées en pistes cyclables sur le territoire Paris-Est-Marne-et-Bois, avec des chantiers qui ont été menés également, la rénovation du pont de Charenton, ou la réhabilitation des bords de Magne, au Peureux, ou la dépollution encore du bras de Gravel. Donc un territoire très actif sur ces notions de qualité de l'eau et de préservation de la Marne. Merci à vous de nous avoir éclairés sur ces sujets. Ce que je vous propose, Sylvain Berrios, c'est de, bien sûr, prendre le temps de conclure sur ce projet d'entreprise avant de nous délivrer votre conclusion sur ces premières assises. Bon, c'est un projet entreprendre, on va dire, pas entreprise. Un projet de territoire, décidément. On va le dire comme ça. Sur le projet, vous savez, le projet de territoire préside à ce que sera, parce qu'on peut se dire longtemps que ça n'arrivera pas dans les faits. Je me tourne d'ailleurs vers monsieur le préfet. Ce préfet que je remercie de sa présence et sa présence toute la matinée. On sait très bien que arrivera dans les années qui viennent, ce sera notre réalité, un plan local d'urbanisme intercommunal. Et je l'ai dit tout à l'heure en inaugurant, en installant ces assises, la matrice de vie, c'est l'urbanisme. Parce qu'un plan local d'urbanisme, avec son PADD, avec tous les documents qui sont connexes à un PLUI, fixe un certain nombre fixe l'intégralité de ce que nous souhaitons pour les territoires en matière économique, en matière d'environnement, en matière de logement, en matière de transport, enfin tout ce qui participe de la vie d'un territoire et de la vie des habitants se retrouve dans ce PLUI. Et donc il n'est pas trop tard pour se mettre au travail. Il n'est pas trop tôt, mais il n'est pas encore trop tard. Et c'est très important, cette journée, cette matinée est très importante parce que, on ne va pas dire que c'est la première pierre publique, mais elle est importante parce que c'est sur la prise de conscience qu'il faut s'y mettre. On sait que ça va arriver, s'y mettre dans l'urgence, il n'y a rien de pire, parce que ça nous empêche de réfléchir, parce que c'est une contrainte de temps qui nous fera perdre de vue un certain nombre d'axiomes de départ que nous ne voulions pas abandonner. Donc si on veut respecter l'intégrité des communes, si on veut dépasser un certain nombre de précarés qui n'auront plus lieu d'être dans 10 ans, si on est capable de se projeter, eh bien, il faut commencer à travailler très tôt. Et aujourd'hui, et dans cette matinée, et ce futur PADD, puis ce futur projet de territoire, puis ce futur PLUI doit se construire dès à présent. Et on sait que ça arrivera. Donc désormais, il faut y aller avec la raison qui est la nôtre, qui est celle de l'ensemble de ceux qui sont ici, mais avec l'enthousiasme et le dynamisme de ceux qui ont envie d'entreprendre. Donc ça fait le lien avec le projet entreprise qui n'en est pas un. Merci mais beaucoup. Le projet de territoire est un projet d'entreprendre. C'est une capacité
à avoir un projet pour la vie de ses habitants, la vie d'un territoire, et comment chacune des communes peut s'intégrer dans ce projet. C'est ça qui est en jeu. Merci à vous d'avoir participé sur cette dernière table ronde. Monsieur Portier et Madame Baylor, je vous remercie et je vous invite à reprendre place. Monsieur Berriot, je vous invite à conclure ces premières assises du territoire qui arrivent à leur terme.